La semaine passée, je vous ai présenté les résultats de l'essai clinique de phase 3 du vaccin à ARN de Pfizer-BioNTech. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vaccin de Moderna. Le dossier réglementaire a récemment été mis en ligne par l'agence américaine USFDA, la Food and Drug Administration. Le but du vaccin à ARN, c'est de prévenir l'infection au SARS-CoV-2. Actuellement, la demande pour le vaccin de Moderna a été faite pour les personnes de 18 ans et plus. Pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, la limite d'âge était un peu plus basse et c'était à partir de 16 ans. Il y a également des données pour les adolescents entre 12 et 15 ans qui avaient été publiées. Le principe du vaccin à ARN, c'est d'enseigner à nos cellules comment fabriquer la protéine du virus afin que le système immunitaire la reconnaisse. Une fois cette réponse immunitaire amorcée, notre organisme va produire des anticorps ainsi qu'une mémoire immunitaire qui permettra à l'organisme de réagir plus rapidement une fois qu'il rencontrera le vrai virus dans la vraie vie. ARN signifie acide ribonucléique. Normalement, les ARN messagers sont obtenus à partir de la transcription de l'ADN. L'ADN qui est contenu dans le noyau de la cellule et qui contient l'information génétique. Cet ARN messager contient les informations génétiques pour coder et synthétiser la protéine de pointe S, la protéine spike du coronavirus, qui est une protéine qu'on retrouve sur la surface du virus. Donc voici une photo de la protéine de pointe. Vous pouvez voir qu'elle se compose de 3 sous-unités avec un domaine de liaison qui s'appelle RBD. On voit que ce domaine de liaison va se lier au récepteur des cellules humaines qu'on peut voir à droite sur le schéma. Les ARN messagers sont des structures fragiles. C'est pourquoi l'ARN messager est enveloppé dans une capsule lipidique, donc faite de graisse. C'est une particule de taille nanométrique, donc une nanoparticule, puisque l'ARN messager est de très petite taille. Cette nanoparticule lipidique va permettre l'entrée de l'ARN messager dans la cellule. On peut voir que ce liposome, cette particule lipidique, va fusionner avec la membrane plasmique qui délimite la cellule, puisque la cellule est un compartiment. La nanoparticule lipidique va relarguer l'ARN messager dans le cytoplasme, l'intérieur de la cellule. Ensuite se déroulera la traduction de cet ARN messager en protéines au niveau du REG, le réticulum endoplasmique granuleux, qui contient ce qu'on appelle des ribosomes. C'est eux qui vont traduire l'ARN messager en protéines. La cellule va exprimer cette protéine de pointe du coronavirus qui va ensuite être reconnue par le système immunitaire comme un antigène, ce qui va ensuite activer la production d'anticorps et stimuler la mémoire immunitaire. Une fois que la protéine virale a été fabriquée, cet ARN messager du vaccin va être dégradé par des ribonucléases. Le vaccin de Moderna se compose de 4 lipides qui baignent dans un tampon salin. Dans ces 4 lipides, on retrouve le SM102, le DSPC et le cholestérol, ainsi que le PEG2000-DMG. Ce sont en fait des lipides qui vont stabiliser la nanoparticule lipidique ainsi que donner naissance à cette configuration. On a également différents sels comme le sodium acétate qui vont servir à contrôler le pH afin d'arriver à un pH neutre pour la cellule. Voici la composition de l'ARN messager. On a une coiffe 5' qui va protéger l'ARN des ribonucléases, donc la dégradation des ARN. On a également 2 régions non codantes de chaque côté et une région codante qui va coder pour la protéine de pointe S. Beaucoup de gens trouvent que le vaccin s'est développé très rapidement, voire trop rapidement. Voici la chronologie du développement du vaccin à ARN de Moderna. Il y a déjà 5 ans, Moderna avait travaillé sur le développement d'un vaccin à ARN pour le coronavirus du Moyen-Orient, le MERS-CoV. Donc ils avaient déjà pas mal d'expérience sur ça. Une autre raison au développement rapide pour ce type de vaccin, c'est qu'on connaît la technologie des vaccins à ARN depuis plusieurs années. On avait également une grande accessibilité aux données. La séquence du Covid-19 a rapidement été rendue publique. Ensuite, traditionnellement, les essais cliniques pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'un vaccin s'effectuent en 3 phases. Ces 3 phases s'effectuent traditionnellement successivement. On a regroupé ici les 3 phases dans un laps de temps beaucoup plus court. Avec la phase 1 qui a été lancée en mars, l'essai clinique de phase 2 en mai et l'essai clinique de phase 3 sur plus de 30 000 participants cet été. Donc on peut voir qu'aujourd'hui on a plusieurs mois de recul par rapport aux premiers participants qui ont pris ce vaccin. Donc l'essai de phase 1 a montré que le vaccin engendre la production d'anticorps neutralisants dès le 7e jour après la seconde dose. Le vaccin permet également d'avoir une réponse lymphocytaire de type Th1 mais pas Th2. Donc là on peut également le revoir sur le graphique, la réponse lymphocytaire Th1 en haut et la réponse lymphocytaire Th2 en bas.
L'essai de phase 2 a comparé chez une centaine de volontaires le placebo versus le vaccin. On a bien vu qu'on avait une production d'anticorps neutralisants chez les personnes vaccinées et pas chez le placebo. L'essai de phase 3 portait sur 30 000 participants qui ont reçu soit un placebo qui était une solution saline, soit le vaccin de Moderna, sous forme de 2 injections intramusculaires au jour 1 et au jour 29. Ils ont également effectué 2 tests de PCR ainsi que des prises de sang. Des visites médicales sont prévues pendant les 2 ans de suivi, comme on peut le voir sur le schéma. Donc actuellement, on a un suivi médian d'à peu près 9 semaines, un peu plus de 2 mois. Voici les courbes d'incidence du Covid-19. Donc l'incidence, c'est la survenue, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le groupe vacciné versus le groupe placebo. Et on voit que dans le groupe vacciné, on a beaucoup moins de nouveaux cas. On a eu 11 cas de Covid-19 qui sont survenus sur 14 000 personnes dans le groupe vacciné versus 185 cas dans le groupe placebo sur 14 000 personnes à peu près. On avait donc, selon le calcul que je vous montre ici, une efficacité de 94% pour tout l'échantillon. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir pour chacune des lignes l'efficacité vaccinale pour différents sous-groupes, donc pour différentes classes d'âge, pour le sexe, selon les comorbidités à l'inclusion de l'étude. Chaque point représente l'efficacité vaccinale et vous avez une bande bleutée qui représente la marge d'erreur. Donc des fois la marge d'erreur n'apparaît pas puisqu'on avait un nombre de cas trop limité pour calculer cet intervalle de confiance. Et on peut voir qu'on a une efficacité vaccinale de plus de 90% pour chacun de ces sous-groupes. Donc maintenant on va parler des effets indésirables sollicités. Ce sont les effets qui sont survenus dans les 7 jours après l'injection liés à la réponse immunitaire provoquée par la présentation de l'antigène, donc la protéine de pointe S. Vous pouvez voir sur ce graphique les symptômes en colonne et par âge. En couleur, vous avez la sévérité des symptômes. Donc le grade 1 étant des symptômes légers, au grade 4 des symptômes beaucoup plus graves, qui sont définis dans ce tableau-là. Donc pour les symptômes indésirables locaux, vous aviez une fréquence plus élevée de ces symptômes dans le groupe des vaccinés pour ce qui est des douleurs aussi d'injection avec plus de 75%. Ensuite, on avait plus rarement des rougeurs et des gonflements près du site d'injection, donc moins de 10% des cas après la première dose. Quand on s'intéresse maintenant après la seconde injection, donc voici ce nouveau graphique qui est assez similaire, on peut voir que les effets indésirables étaient plus fréquents que par rapport à la première injection. Donc dans ce troisième graphique, voici les effets indésirables sollicités donc dans les 7 jours, systémiques, donc au niveau de tout l'organisme. Vous avez plus fréquemment des maux de tête, un peu de fatigue, des douleurs musculaires après la première injection. C'est important de comparer le placebo et le groupe des vaccinés. On peut noter que dans le groupe du placebo, qu'on a également des effets indésirables rapportés. On appelle ça un effet nocebo. Donc si on s'intéresse maintenant après la seconde injection, on peut voir que ces effets systémiques sont un peu plus importants. Je vous mets également un graphique qui va comparer les effets indésirables par rapport à des vaccins qui sont déjà commercialisés. Le Gardasil contre le papillomavirus, le Shingrix contre le Zona et le Flucelvax contre la grippe saisonnière. Vous pouvez voir en colonne la fréquence des symptômes. Donc pour le vaccin de Moderna et de Pfizer, on a une fréquence similaire pour les douleurs au site d'injection par rapport à Shingrix et au Gardasil. On a un peu plus de maux de tête pour les vaccins à ARN, mais on peut voir que pour le vaccin Shingrix, par exemple la fièvre, les nausées étaient plus fréquentes que chez le vaccin de Moderna ou de Pfizer à ARN. Donc au final, il ne faut pas trop avoir d'inquiétude par rapport à ces effets indésirables qui sont assez normaux. Donc maintenant, par rapport aux effets indésirables non sollicités, donc c'est ceux qui sont survenus dans les 2 mois après la seconde injection, après un temps de suivi plus long. On a eu dans les deux groupes moins de 0,1% d'effets indésirables, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et on n'a pas vraiment de différence pour ce qui est des troubles gastro-intestinaux, les troubles nerveux, les troubles cardiaques, les blessures, les chutes. On n'avait pas vraiment de différence entre les deux groupes. Il y a également certains événements indésirables qui ont été notés en fréquence plus élevée dans le groupe des vaccinés comme l'hypersensibilité, avec 1,5% d'hypersensibilité dans le groupe des vaccinés versus 1,1% dans le groupe placebo. Le rapport estime qu'il y a une relation plausible avec la vaccination, mais on n'a eu aucune réaction anaphylactique ou réaction allergique sévère avec une relation temporelle étroite avec le vaccin. Par rapport au vaccin de Pfizer, au Royaume-Uni, il y avait 2 cas de réaction allergique sévère et au Canada qui avaient été rapportés. Il ne faut pas oublier que dans ces essais cliniques, les personnes avec des antécédents allergiques graves ont été exclues de l'essai clinique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été évalués. Donc ce n'est pas forcément recommandé pour eux d'aller se faire vacciner actuellement avec ce type de vaccin.
On avait également un peu plus de lymphadénopathie dans le groupe des vaccinés, mais bon, c'est légèrement, à peu près 0,5% de plus. Par rapport à la paralysie faciale de Bell avec le vaccin de Moderna, on a eu 3 cas dans le groupe des vaccinés et 1 cas dans le groupe placebo. C'est-à-dire que c'était pas beaucoup plus élevé que la fréquence en population générale, donc la survenue naturelle de la paralysie de Bell. Pour le moment, on n'a aucune base claire pour conclure à une relation de causalité entre la paralysie de Bell et la vaccination. Par rapport aux décès survenus pour les décès survenus pendant l'essai clinique, on a eu 6 décès dans le groupe des vaccinés versus 7 décès dans le groupe placebo. Donc dans ces décès, on retrouve des personnes plutôt âgées de plus de 60 ans. Certaines ont fait un arrêt cardiaque. Et donc tous ces décès n'ont pas été liés à l'intervention de l'essai clinique. Donc ni au placebo, ni à la vaccination. Donc c'est des décès qui peuvent survenir à cause de d'autres causes extérieures à l'essai clinique. Donc en conclusion de cet essai de phase 3, on a déjà à peu près 30 000 participants qui ont été vaccinés depuis maintenant à peu près 5 mois, on est en décembre, et on n'a pas eu d'événements indésirables très graves et qui ne s'est pas résolu. On n'a pas eu d'événements indésirables très graves avec une fréquence plus élevée dans le groupe des vaccinés et également d'effets indésirables qui ne s'est pas résolu. Donc on peut voir qu'on a plutôt une balance bénéfice-risque plutôt favorable au vaccin puisque l'efficacité vaccinale est vraiment importante. Il ne faut pas oublier que prévenir les cas d'infection, ça permet également de prévenir éventuellement des formes de Covid long, d'hospitalisation, voire de décès. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à consulter les rapports de la USFDA, puisque c'est là que vous trouverez la plupart de vos réponses à vos questions avec les données brutes. Je vous invite également à consulter mon blog où je publie également des données sur le Covid-19, ainsi que sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre l'actualité sur le Covid-19 et d'autres sujets scientifiques, y compris par rapport à la santé humaine et l'alimentation. N'hésitez pas à laisser un petit tip également pour soutenir le projet.